La Martinique, c'est une tache verte posée sur une grosse tache bleue, disait Claude Lévi-Strauss. Une île sous les alizés, plantée entre l'Atlantique et la Caraïbe, qui sent les embruns et le poisson. L'océan est son garde-manger naturel. Il est 6 heures du matin, le peuple de la mer s'éveille et se rassemble pour déployer le filet des ancêtres, la Seine. Ça fédère la Seine. Tout le monde ici a tiré la Seine. C'était un moyen pour nous d'avoir un peu d'argent, un peu d'argent de poche. Pendant les vacances, tout le monde allait tirer la Seine. Avec la Seine, on prend poulirou, des maquereaux, ça c'est le poisson de la Seine. Mais si jamais il y a une tache de poisson qui arrive, on barre avec la Seine. Par exemple des bonites, des tasards, même des langoustes, ça arrive qu'on prenne des langoustes avec la Seine. On ne peut pas être en Martinique, on ne peut pas être dans une commune de pêcheurs et ne pas aimer le poisson, que ce soit le poisson rôti, que ce soit le poisson en blave, que ce soit le poisson frit, quelle que soit la forme du poisson. Un pêcheur, c'est quand même quelqu'un qui est là, c'est un agriculteur, c'est le bon sens. Parce que le pêcheur, il y va, il ne sait pas ce qu'il va prendre. L'agriculteur, il est là, il plante, mais il attend que ça pousse. C'est le même principe. Dans la grande communauté des pêcheurs de Martinique, il y a aussi les solitaires, ceux qui s'en vont à 2 ou 3 heures des côtes, à mi-clon comme on disait autrefois. Les yoles en plastique ont remplacé les pirogues taillées dans le bois par les Indiens caraïbes, mais au large, c'est toujours la même aventure qui commence. Avant de s'attaquer aux gros morceaux, il va falloir attraper des appâts, quelques poissons volants ou des bonites feraient l'affaire. Ouais, pas beaucoup d'appâts, il paraît. Ouais, ok. Faut pas croire non plus que les poissons sont là, bien à se servir, parce que le poisson aussi, il devient vicieux. Et regarde. Oh là là, il est beau celui-là. Joe de Bellefontaine est de la famille des pêcheurs de gros. Comme le vieil homme d'Hemingway, il ne s'en va au large que pour ramener la grosse bête, le thon, le requin ou encore le marlin, ce lointain cousin de l'espadon qui les fait tous rêver. C'est un poisson qui peut devenir énorme, même très énorme. Je crois qu'il y avait un record qui n'a pas été homologué de l'ordre d'une tonne et des poussières. Moi, j'en ai pris au maximum 330 kilos. C'est la première fois que je prends rien du tout. Au moins, des fois, je rentre avec une dizaine de petits comme ça, au moins une dizaine, je sais pas moi. Ah, c'est des big journées, des trucs écrasants, terrassantes, puisque les bateaux tapent, on a toute la colonne vertébrale qui prend un coup, c'est affreux, quoi. C'est un métier de dingue, hein. Alors,
Je ne sais pas ce que ça va donner pour soigner tous ces marins plus tard. Hein. Au départ, je suis élevé dans une famille de pêcheurs, hein. Donc j'ai toujours aimé la mer, j'ai voulu faire la mer, mais j'ai voulu surtout partir, vadrouiller. J'ai voyagé beaucoup parce que j'étais navigateur au long cours, donc je reviens, si on veut, aux sources. Hein. Comme j'ai toujours vu les vieux travailler, je suis en train de le faire, je suis heureux, là. Ah ouais, heureux, ouais. Il y a une certaine fierté à être d'origine marin à la Martinique, d'origine des pêcheurs à la Martinique, tout simplement parce que la mer a commencé à avoir véritablement son importance en 1848, après l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire au moment où justement toute la terre appartenait aux béquets, aux blancs de la Martinique, et que les esclaves, disons, qui étaient devenus des salariés entre-temps, ne voulaient plus travailler ou alors étaient licenciés ou renvoyés de la terre, ils n'avaient comme d'autre solution que d'aller sur la mer. Et c'est là qu'est né effectivement le peuple de la mer, comme on dit aujourd'hui. Mais disons que c'est un peuple rebelle au départ. C'est-à-dire l'origine, c'est la rébellion. L'origine, c'est le paria, ou l'origine, c'est la désertion en fait. La mer est une fête, mais quand s'éloignent les héros de la course de Yole du dimanche, elle n'est plus que cet horizon vide que traversèrent les premiers colons et les esclaves. C'était le temps des plantations et du commerce triangulaire, le temps de la sueur et des larmes qui ont donné à l'île son goût de sucre et de rhum. Tout a commencé par là et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on parle d'une véritable civilisation du rhum à la Martinique parce qu'on retrouve le rhum un petit peu partout, dans la musique, dans la poésie, mais dans les croyances populaires, dans la médecine traditionnelle, dans les superstitions. Donc tout est là au départ. Ouais. Il dit ça demain. Vous êtes servi, hein, monsieur? Je m'en parlais. Normalement, le petit poche, c'est un zeste de citron, du sirop ou du sucre. Mais nous, ici, on n'a pas perdre du temps, on le boit sec. Non, on boit que du rhum. Et après avoir bu le rhum, on boit un peu d'eau pour faire descendre. Et en créole, on dit c'est un crase. C'est pour écraser le rhum. Voilà. Ça fait. On a ça comme habitude, hein? Dès qu'on ouvre la bouteille, on écrase le bouchon. Ça, c'est le point de convergence de toute la discussion. Puis il faut dire aussi qu'on s'amuse. Lui, il a peint à la bolognaise. Lui, il n'aime pas le cochon, mais il mange le porc. Oui. Donc, couvrez-moi ça. Chacun a l'interprétation du rhum liée à son histoire. C'est-à-dire, quand vous parlez de rhum aux Européens, ils pensent aux flibustiers, aux corsaires, aux boucaniers, aux pirates, etc. Bon, au grand large, à la Caraïbe, à l'évasion, vous voyez. Bon, maintenant, parler du rhum aux Antilles, le rhum est très lié aussi à l'esclavage, au travail mal payé, à la détresse, au désespoir, quelquefois, vous voyez. Donc c'est vrai que pendant de très longues années, le rhum était utilisé pour les veillées, quand il y avait un mort dans la famille, où le rhum était accompagné un certain nombre de désespoirs, des chagrins d'amour ou de la perte d'un proche. Le rhum de la Martinique, ce n'est plus ça. Le rhum aujourd'hui fait partie intégrante de la consommation dans les boîtes de nuit, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Vous voyez ? Le rhum, qui est une particularité martiniquaise, reste quand même une certaine fierté. C'est avec la révolution industrielle et l'avènement de la machine à vapeur que la production de rhum a connu son apogée. À la fin du 19e siècle,
plus de 300 distilleries expédient vers l'Europe leur fût de rhum. Aujourd'hui, si les sucreries ont pratiquement disparu en Martinique, une dizaine de distilleries continuent de produire un rhum dit agricole, tel qu'on ne le trouve nulle part ailleurs dans le monde. Le rhum qui existe dans le reste du monde, c'est du rhum industriel. On a fait d'abord du sucre et du rhum avec la mélasse, les résidus. Et le rhum agricole, c'est du rhum qu'on a fait directement à partir du jus de canne pressé. Et c'est là toute la différence, parce que trop souvent, on ne le sait pas, mais c'est vrai que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est au niveau des grands cognacs, des grands armagnacs et des grands vins ou des grands champagnes, parce que finalement, on est dans ce qu'on appelle aujourd'hui les alcools nobles, en fait. Même si le rhum est peu utilisé dans la cuisine locale, le mode de production colonial de la canne à sucre a laissé une empreinte forte sur les habitudes alimentaires des Martiniquais. Réunis de force sur les plantations, les Européens, les Africains, les Indiens plus tard, ont apporté chacun un peu de leur tradition. Le trempage, ce plat symbolique des pêcheurs de Martinique, est né de ce métissage. Voici des bananes, du piment des Amériques, quelques bonnes vieilles baguettes de pain françaises et tout un rituel venu de la lointaine Afrique. Ouais, c'est ça le trempage, donc on met toutes ces feuilles sur la table pour créer une nappe plus ou moins naturelle, et puis on mouille du pain qu'on compresse jusqu'à enlever le maximum de flotte, presque toute la flotte si on peut, et ensuite à l'aide de sauce préparée avec les tripes de poisson, le marlin et le thon particulièrement, parce que ça a des tripes assez épaisses. Hein, un peu comme les tripes qu'on connaît des bœufs, des conneries, des vaches, là, des machins. Là. Mais là, c'est toute une préparation parce que c'est quand même du poisson. Hein, c'est hyper frais, hyper machin. Donc au moins 12 heures de macération. On va dans l'autre, à la cuisine là-bas. On s'en va mettre un côté. On est en plus grand. C'est préparé à la manière des mamies, parce qu'elles ont un petit secret hein, qu'on ne maîtrise pas encore, c'est la cuisson de ces tripes. À l'époque, nos grands-parents, lorsqu'ils étaient sur les chantiers, sur les habitations, comme on dit, ils réunissaient tout le repas à la fin de la semaine et puis faisaient une grosse sauce dont le pain était systématiquement rassis. Voilà. Donc il n'y avait pas du pain frais tous les jours. Alors c'est tout le reste. Alors c'est la fin du week, la fin de la semaine, ils prenaient tout le repas et puis ils mangeaient, ils faisaient un trempage avec. Alors, fabuleux, exceptionnel. Hugues Ayotte est l'un des descendants des tout premiers colons. Ses ancêtres, des planteurs de canne à sucre bien sûr, sont venus de Normandie s'installer à la Martinique à la fin du XVIIe siècle. Et chez ce béquet, comme on dit là-bas, si la peau est restée blanche, les manières de table, elles, se sont imprégnées de toute la culture de l'île. Les familles de mes parents étaient des familles très importantes. Les fratries, chez mon père, ils étaient 11, chez ma mère, ils étaient 12.
Donc évidemment, ça faisait des tables à déjeuner qui étaient très importantes. Et ça n'est pas réservé à la communauté béquée, hein, ça. Non, pas du tout. La communauté martiniquaise de couleur fonctionne exactement de la même façon. Alors ils ne se fréquentent pas tellement, mais ils ont les mêmes traditions, les mêmes habitudes, les mêmes recettes culinaires, Oui. le même vocabulaire, Oui. mais c'est cloisonné et voilà. Ma grand-mère était une très très grande cuisinière et dimanche c'était du navarin de veau ou de la blanquette de veau, quoi d'autre, enfin des plats très traditionnels, des plats bourgeois français, la cuisine bourgeoise française. Mais seulement certains jours de la semaine. En règle générale, on mangeait de la cuisine locale. Alors ça c'est un court-bouillon de poisson. Et ça, c'est un gratin d'igname. Le gratin est très typique. Localement, il y a des gratins de Christophine, enfin même des gratins de concombre. Alors ça, c'est le court-bouillon de poisson et il se fait beaucoup avec des petits poissons. On fait cuire des légumes et des épices dans un peu d'huile. Ensuite, on rajoute de l'eau, on fait épaissir un peu le bouillon. Et quand il est bien cuit, on met du poisson, simplement. Nous, on ne mange que du poisson. Cru, cuit, en black. Particulièrement spécialiste en poisson. Aux poissons du jour qui arrivent sur les étals des marchés de Fort-de-France et de Saint-Pierre, les grandes migrations de l'histoire ont ajouté la morue, qui n'a bien évidemment jamais été pêchée dans l'île, puisqu'elle n'aime que les eaux froides. Et pourtant, la morue salée est devenue, notamment grâce au fameux acra, un des ingrédients fondamentaux de la cuisine martiniquaise. On fait de la morue, on donne ça au public. Vous savez, il y a des gens qui boivent un petit peu, alors là, on leur fait un petit peu de morue, pour qu'ils puissent tenir un petit peu. J'ai fait bouillir ma morue, faire dessaler la morue, j'ai mis de l'oignon, de l'ail, du bois-d'âne et le reste c'est secret. Ça s'appelle la morue frite. On dit que les tambours des ancêtres permettaient autrefois aux habitants de la côte de communiquer avec ceux de l'intérieur. C'est ainsi que les produits et les plantes arrivées par la mer ont été diffusés grâce au troc jusque sur les pentes de la montagne Pelée. Et les légumes pays, comme on dit joliment ici, côtoient sans complexe ceux qui ont voyagé jadis dans les cales des navires. Parmi les ingrédients de base de la cuisine martiniquaise figure par exemple le fruit à pain. Cet arbre généreux, originaire de Polynésie, n'a pourtant été acclimaté qu'à la fin du XVIIIe siècle par les colons dans les terres américaines. Donc vous avez l'arbre à pain, et on fait des migons, on fait des frites,
On fait des veloutés. Des frites? Oui, des frites comme des frites de pommes de terre. On les coupe comme des pommes de terre, on les fait blanchir et on les passe à la friteuse avec le sel et c'est super bon. Donc là, vous avez la banane à cuire. Donc la banane qu'on utilise pour faire les gratins. Nous, on attend que nos châtaignes tombent. Et quand elles tombent, on les récupère. Et dans notre cuisine ancienne, dans notre cuisine traditionnelle, la châtaigne avait sa place. La longe, c'est comme un gros concombre, énorme. Là, il faut avoir une belle famille pour pouvoir l'entamer. Ça, c'est le pamplemousse. C'est une variété de pamplemousse qui s'appelle la Chadec. Et il y a même de beaucoup plus gros que ça. Hein? Alors, vous avez ici l'abricot pays. C'est un fruit comme un abricot de chez vous, qui n'a pas la même forme, mais qui va ressembler beaucoup au goût. Les confitures d'abricot, c'est excellent. Quand on vous dit légumes pays, il y a aussi bien d'achine. Alors, je ne vous ai pas parlé de mon igname traditionnel. De manioc. Alors, ce qu'on appelle la manioc. On fait des desserts aussi, on fait des confitures. C'est avec cette racine-là qu'on fait les colombos. À l'eau, à la vapeur. Très apprécié Toujours en temps longtemps. On faisait aussi des petits déjeuners avec ça pour les enfants avant qu'ils ne partent à l'école. Donc, c'était notre céréale, si vous voulez. Ces plantes d'ici et d'ailleurs font aujourd'hui la richesse du fameux jardin créole, avec lequel tout Martiniquais garde un lien intime et symbolique. Ces potagers familiaux sont en quelque sorte le contrepoint affectif des grandes plantations encore et toujours destinées à l'exportation. Ici, sur l'habitation Gradis, là où vous êtes, c'est une exploitation sucrière. Après la canne à sucre, nous avons eu beaucoup d'ananas et petit à petit, effectivement, la banane a remplacé l'ananas qui se fait à une échelle beaucoup moins importante. C'est une banane industrielle destinée à l'exportation et destinée à être consommée en tant que fruit, dessert sur le marché européen. Nous, les Martiniquais, nous la consommons en tant que légume, c'est-à-dire verte, telle qu'elle, cuisinée d'une façon un petit peu traditionnelle, hein, donc à l'eau et évidemment agrémentée d'épices. Ce n'est que récemment que l'on trouve de la banane fruit mûr transformée sur le marché, la grande distribution martiniquaise. Et les habitudes ne sont pas encore tout à fait trouvées, quoi. Je pense que la connotation qu'on a eue de la banane, effectivement, peut-être historiquement, c'était un produit un petit peu dévalorisant. Du genre, c'est un produit un petit peu destiné aux personnes peut-être de basse-couche, aux esclaves et tout, qui fait que les gens se sont un petit peu identifiés à ça et peut-être un refus volontaire de consommer de la banane telle qu'elle en tant que fruit. J'essaie de lui donner toutes sortes de nourriture, de l'herbe, la banane, la nourriture de maison aussi. Et comme ça, vous avez une viande, une chair saine, si vous voulez. On fait toutes sortes de plats avec. Hein. Il y a avec colombo. On fait un gigot au four, voilà. C'est le gigot au four qu'on appelle le jambon. Et on fait le boudin, qu'on le tue, mais surtout la Noël. Mais à n'importe quel moment, hein, c'est... Arrivés dans le sillage de Christophe Colomb, les premiers Espagnols lâchèrent dans les bois de Martinique quelques dizaines de cochons sauvages. Les charcutiers français ont fait le reste, et c'est ainsi que, mêlé aux saveurs du piment et du bois d'Inde local, le boudin est devenu un symbole de la cuisine martiniquaise. Cette réputation n'est au demeurant nullement usurpée puisque l'on trouve effectivement du boudin dans toutes les bonnes boucheries, sur les places publiques et même le dimanche dans les stations-service.
m'embête que la cuisine créole soit uniquement limitée aux acras et au boudin. Parce que dès qu'il s'agit de fêtes créoles, tout le monde va dire « Ah, des acras, du boudin, machin, etc., du punch, hein ». C'est pas ça, la cuisine créole, c'est effectivement, il y a du boudin, parce que tout le monde aime le boudin, mais il y a du boudin, pas uniquement du boudin de cochon noir, mais il y a du boudin de lambi, il y a du boudin blanc, il y a du boudin au poisson, du boudin à toutes sortes de choses aujourd'hui, à la morue. Il y a les acras, qu'on appelle acras aujourd'hui, on les appelait marinades avant, et j'adore ce terme-là. Donne-moi des marinades de morue, parce que c'était beaucoup plus roots. Il faut faire descendre la grille, tu perds tout le charbon, mais sur le deuxième niveau, moi. Alors? C'est parce que ça, j'ai boisé, jaune et machin. Bienvenue. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Cindy. C'est la fille de Jean-Philippe, qui est un des chanteurs principaux de Cassave. J'ai un peu exagéré. Cassave, c'est une galette de manioc. Le manioc, c'est une racine. C'est comme l'igname, comme le truc. Mais la variété de manioc, en tout cas, qu'il y a en Guadeloupe, je ne sais pas pour celle de la Martinique, contient un poison qu'il faut savoir extraire. C'est une des raisons pour lesquelles on avait choisi ce nom-là. Parce qu'en fait, on a essayé de créer un nouveau style musical en enlevant justement tout ce qui empoisonnait la musique du moment. À l'époque de l'émergence de Cassave, voilà. Dans le machin, il y a 2 kilos. Donc, ce que je fais, c'est un dombré de crevettes. Voilà, donc c'est-à-dire que ce sont des crevettes en sauce, avec des petites boulettes. On jette dans une sauce un peu courbouillon antillais, c'est-à-dire une sauce tomate, dans laquelle j'ai mis au préalable des filets de poisson. Voilà, donc je jette des toutes petites boulettes comme ça qui vont cuire un peu comme à la façon des pâtes. Il faudra tourner, ça dure à peu près 2 heures. La pâte de piment, je l'ai oubliée. Ah non, je vais la chercher. J'irai la chercher. À la pâte de piment. Mais elle est sérieuse celle-là. Il faut vraiment avec parcimonie. C'est une cuisine qui prend généralement beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous avez vu le dombré là. Les tout petits machins qu'il faut mettre à chaque fois. Aujourd'hui, j'ai vu en Guadeloupe qu'ils vendent les petites boules déjà préparées et surgelées. Donc il y a plein de gens qui, quand ils sont un peu pressés, ils vont acheter ça surgelé et ils jettent dans la sauce comme ça. Aujourd'hui, tous les gens sont pressés. Donc ils vont soit manger au restaurant, au snack, ou bien ils vont prendre des surgelés. Moi, je prends des surgelés. Pourtant, on a des plats, mais extrêmement succulents. Oh non, oh non, oh non! Eh, venez vous servir là! Aïe, le vin! Il y a ce mot champignon! Paris, c'est la meilleure moyen de se taire, c'est manger. Mais c'est un gras, c'est pas... Les habitudes alimentaires évoluent et pourtant, dans la pénombre des arrière-cuisines, quelques maîtresses femmes continuent à enseigner à leurs petites filles l'art de préparer un colombo ou, comme ici, une fricassée de cabri. Et ce mode de transmission par les femmes nous renvoie une fois de plus au temps pas si lointain où faire à manger pour les autres, pour sa famille ou pour les voisins du quartier était une manière d'arrondir les trop maigres salaires que les hommes rapportaient des plantations.
un colombo, deux colombos, deux fricassés, toupet de requin, 1, 2, 3, 4, 5 toupets de requin. Et tout ça sera accompagné de riz et d'haricots rouges. En dessert, vous avez droit à la banane flambée ou encore à la glace au coco. La banane flambée... Notre restaurant se nommait le Marie-Sainte. Et j'avais beaucoup de clients. J'avais des chauffeurs, j'avais un peu de tout. Les dockers, tout, oui. Je voyais tout pour de France venir chez moi. Hein. Et quand je suis partie, j'avais 80 ans, hein, 80. C'est l'intérieur du restaurant comme il était avant. Là, c'est ma mère. C'est elle qui est là. Je suis née en la voyant derrière les fourneaux, parce qu'elle a commencé quand même la cuisine. Elle avait 15 ans. Aujourd'hui, elle en a 84. Donc, je pense que pour elle, c'est quelque chose. Elle attend de voir le restaurant réouvrir ses portes. J'ai l'intention, enfin c'est plus qu'une intention, c'est quelque chose qui se fera d'ailleurs dans les 2-3 mois qui viennent, hein, de réouvrir le restaurant en gardant les mêmes spécificités que ma mère. J'étais prof d'histoire, donc je voulais plus continuer, mais je suis partie à la retraite pour pouvoir m'occuper donc de ce restaurant. Mais je le fais surtout pour maman, parce que je sais qu'elle y tient. Ça te fait pas, tu es pas triste de voir que c'est fermé? Bien sûr, mais que veux-tu? Ouais, c'est d'accord. Vous êtes contente que ça va renaître? Ah oui. Il y avait 2 bateaux là, les mecs ils s'étaient écœurés, je les ai écœurés. Ils ont roulé comme ça et puis ils sont partis, je les ai écœurés. 5 poissons d'affilée. C'est vrai que c'est quand même pas toujours évident. Ah ouais, à droite, à gauche du DCP, n'importe où je place une bouée debout. Les mecs ils en placent 10, rien. Il n'y a que mes bouées qui prennent les poissons. Les mecs je les ai tués. C'est vrai que je suis pas une bonne. Arrête voler. Tu peux compter du Prêcheur jusqu'à Fort-de-France, il n'y a que 2 marlins. 2 marlins. Tu imagines un peu? Combien tu prends? 2 kilos, je voulais. 2 kilos? Bon. La télé va pas m'envoyer devant, mais toi, oui. Moi, ça l'ouvre, hein? Oui, mais la télé va pas m'envoyer. Et il m'a pas loin d'elle. M'a pas loin de l'ouvant, mais m'a loin d'elle. Faudrait nous expliquer ces mouns là. Mais m'a dit des 100 grammes là. Comment c'est quoi? Voilà. Voilà monsieur. Ouais. Voilà la bâton. Attends, il parle de Allez, vous faites belle là. Ok, à la prochaine. Ouais, ok, c'est bon. Bon embarré. Les rois de la pêche sont toujours un peu les rois du monde. Mais à la Martinique, ils ont en plus le privilège de régner à l'intérieur des terres, dans cet espace entre deux qu'est la mangrove. Là, les nasses et les pièges remplacent les filets, et les yoles qui se faufilent au petit matin entre les palétuviers sont chargés de crabes de terre, de siriques, de crevettes et même quelquefois de coquillages.
On est dans un bras de mangrove, c'est-à-dire c'est la jonction entre la mer et la terre. On est dans une eau saumâtre, c'est-à-dire une eau mélangée, eau de mer, eau de pluie. Et en fait, c'est autour de nous, une mangrove, c'est une forêt qui vient sur l'eau et qui est tout à fait la nourrice en fait, de la mer pour tout ce qui est des petits poissons de bord de mer. La mangrove, ça a toujours été un milieu dont les gens se méfiaient un petit peu, avec des monstres, des esprits dedans, des fantômes, la dame blanche, enfin des choses tout à fait bizarres. Hein. Donc c'était vraiment un endroit où on disait aux enfants de ne surtout pas aller, quoi. Ma femme, elle est issue d'une famille de pêcheurs. Son oncle était un pêcheur assez réputé dans le quartier. Et forcément, son rapport était déjà établi avec la mer et avec la mangrove, puisqu'ils habitent dans la mangrove. Ça, c'est une mer de crabe, en fait. Hein. Donc ça prouve la présence quand même du crabe dans le trou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est venu déjà le chercher avant. Parce que c'est un des problèmes. Hein. Il y a plusieurs pêcheurs de crabes, donc il faut être sûr que les crabes sont là, quoi. Et voilà. C'est un endroit où on va voir le niveau de la mer monter et baisser en fonction des marées. C'est généralement justement à marée basse que moi je vais aller pêcher les palourdes. Moi, je dois connaître une vingtaine de pêcheurs de palourdes qui font ça, pas forcément pour en vivre, mais en tout cas pour compléter leur travail de pêcheur. Quand ils ont posé le filet, ils viennent dans la mangrove, ils font une petite pêche de palourdes. Et après, on les pose sur le grill, elles s'ouvrent et on les mange telles quelles, juste ouvertes. Le cirrique, c'est un des meilleurs crabes qu'on puisse trouver. Bon, c'est très consommé. On peut le faire en fricassé, on peut le faire en soupe. Nous, on se fait des petits veloutés de soupe, des trucs comme ça, mais on peut le préparer vraiment de différentes façons. De ces parties de pêche qui remontent parfois loin dans la fraîcheur des torrents, tous les Martiniquais gardent dans un coin de leur mémoire des souvenirs émus. Et qu'ils soient professionnels ou simples pêcheurs du dimanche, ils sont nombreux à saliver à l'évocation d'un matoutou crabe, d'une grillade d'écrevisses ou encore d'une fricassée de titiri, ces alevins dont un voyageur français du XVIIIe siècle disait qu'ils portent leur beurre avec eux. Dès juillet, on commence à avoir un frémissement des titiris qui commence à monter. Je prends le moulin à poivre à sel, s'il te plaît. Nous allons vous présenter titiri à l'étouffée. Le temps où vraiment on va savoir que les titiris sont là, qu'ils sont prêts à monter, qu'ils sont montés, on va avoir des éclairs au niveau de la mer. Un orage sec, un orage sans pluie. Mais avec des éclairs, il faut savoir que les titiris sont en train de monter, qu'ils sont prêts. Et là, les gens sortent de partout pour aller aux embouchures pour dépêcher. Les gens viennent avec des draps, des cuvettes, tous les récipients possibles pour les ramasser. Ça brille dans l'eau, c'est vraiment quelque chose à vivre vraiment. Ça vaut la peine. Un petit peu de jus de citron.
Nous allons goûter la pointe. C'est parfait. Ça va? Ça va. Et voilà. C'est dressé. Titiri à l'étouffée. Fils de pêcheur, marin-pêcheur lui-même, Marcel est devenu depuis quelques années aquaculteur et restaurateur. Il est de cette génération réconciliée avec son passé, qui pense que l'avenir est dans le bleu de la mer. Une mer toujours laborieuse et nourricière, mais aussi festive, touristique et pourtant authentique. Une mer, enfin, qui sait apaiser les brûlures de l'histoire. C'est bien, c'est pour le code là. Allez. On va aller manger ce soir et le restant sera vendu sur le bord de la route. La cabane des pêcheurs a été faite sur demande. Ça veut dire c'est les touristes qui passaient il y a 15 ans. Ils me demandaient où manger du poisson. Alors j'ai répondu, si vous voulez, je peux vous faire cuire le poisson que j'ai pêché. Alors ils étaient ravis, ils ont attendu. J'ai acheté des petits trucs d'appoint et j'ai fait un petit blaf de poisson sur la plage et ils étaient ravis. Alors j'ai créé le petit resto, c'était juste pour arrondir les fins de mois, parce que je suis marin-pêcheur et j'avais du mal à vendre mon poisson. Alors au bout d'une année, le resto a pris beaucoup d'ampleur et voilà, j'étais obligé d'agrandir, j'étais obligé d'acheter des tables, des chaises. Moi, j'en prenais un, je plaçais à droite. J'en prenais un, je plaçais à gauche. Les deux que je viens de placer, il y avait un poisson. Alors, une matinée, on avait 5 poissons. Même pas, 3 heures. La cabane des pêcheurs est devenue un lieu incontournable à la Martinique. On arrive vraiment à recevoir les gens de toute origine, d'Europe, des Africains, des Américains. C'est un lieu qui est très mélangé. Ça reflète aussi à mon image. Le patron ne fait pas de différence entre un blanc, un noir, un jaune, un rouge. Nous sommes tous des humains, on devrait se supporter, s'entendre et manger ensemble et faire la fête ensemble. On peut dire véritablement qu'il y a deux cuisines à la Martinique. La cuisine authentique et la cuisine touristique. Tout ça est une cuisine antillaise, on est bien d'accord. On pourrait dire la cuisine rurale et puis la cuisine des plages. De cette façon-là, c'est-à-dire que vous avez des vraies traditions comme le tiné morue, vous avez des vraies traditions comme le trempage, vous avez des vraies traditions comme le chatrou ou le matoutou crabe, vous voyez, qui sont véritablement de vraies traditions de cuisine antillaise mangées aux Antilles. Et puis vous avez des produits qui sont arrivés un petit peu après, ou du moins qui étaient déjà là, mais qui n'étaient pas suffisamment mis en valeur, comme la langouste, par exemple. Aujourd'hui, on peut dire que la langouste fait partie un petit peu des plats qu'on mange aux Antilles. Mais la langouste n'a été véritablement prisée
que depuis l'arrivée, disons, des Européens qui ont montré un certain intérêt, vous voyez? Alors, on ne sait plus très bien qu'est-ce qui est arrivé après, qu'est-ce qui était là avant. Aujourd'hui, tout ça s'entremêle. Au travers du regard du touriste, il y a une réappropriation, il y a une revalorisation de ces éléments-là. Félicitations. Le pain au beurre à la bière. Et moi ça là. Ah, c'est bien imbécile. C'est moi qui sors le chocolat. Naturel. Et voici le chocolat assez épais, avec des fois un petit peu de crème de cacahuète. Et puis un bon pain au beurre au chocolat fait. Un petit peu de farine. Ouais, fait maison. Non, ça c'est le pain au beurre. Rachel, ouais, viens Rachel, va tu l'en mets. C'est le plat, c'est le repas traditionnel en fait après la fête pour tout le monde est en partance. Il y a toujours un petit peu de place pour manger le... Voilà. Voilà, c'est léger, c'est sucré, c'est bon. Ça peut venir dessoulé aussi. Si, voilà. Et voilà, c'est comme ça. C'est bien. Cuisine antillaise, c'est vraiment la meilleure. C'est la meilleure du monde. Ah ben ça me... Sur les dominos. C'est qui a les dominos? Moi, je suis très forte. Et oui, comment franchement? Goûtez. Ah bon, quand même. Allez, je vais vous achever les enfants. C'est trop sympa. Nathalie VS Girard. Là, il y a pas de mots là. Ah oui, viens là. 200. Oh là là. Voilà la bonne glace coco maison. Sans béro cavio, je regarde ce dedans. Sans béro maison. Sur la côte atlantique, il y a une barrière corallienne. La barrière corallienne fait du sable blanc. Ça devient des lieux de baignade privilégiés puisqu'il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas d'oursins dans cette zone-là. Et c'est ce qu'on appelle le fond blanc et c'est là que se réunissent les gens, le verre de punch à la main pour se baigner. Les béquets se baignaient dans les fonds blancs. Les béquets sont une population assez grégaire, ils se rassemblaient sur les fonds blancs et ils buvaient le punch ensemble. Maintenant, ça a été aménagé en visite touristique. Ça a commencé par des pêcheurs qui se sont transformés un peu en voyagistes de touristes et qui les prennent sur les ports et qui les mènent sur les fonds blancs. Alors messieurs, dames, ça s'est bien passé? C'est bien? Elle est chaude. Petit punch à la baignoire. La Martinique, c'est ça, le petit punch.
Ça va casser. Merci. Merci. Sur les autres, ils arrivent. Et il est salé? Calé. Ah non, 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 doucement. Allez, santé alors. Santé. Les acras de morue. Maison de récup de Marocain, c'est Alors, vive les vacances. Vive les vacances. Le punch, vous voulez prendre un punch? Mais ça, c'est bizarre, ce fruit-là, je ne le connaissais pas. Je dis, j'ai pensé à vous, hein. Et depuis on a été avec eux, on a galéré, regarde ça, c'est une facilité incroyable.